Moi, j'ai d'autres livres. Il y a plein de choses plus récentes. C'est vrai qu'il y a pléthore d'ouvrages, donc on s'y perd. Il y a un point que tu n'as pas mentionné. Oui. Il y a un néo-taoïsme. Oui, mais j'ai pas fini. Enfin, oui, mais la pharmacopée, c'est important. Laissons-le finir. Oui, là je vais mettre plus dans le domaine politique, pour pouvoir revenir effectivement sur la santé, la pharmacopée. Oui, bien sûr. Vous ne voulez pas être trop long. Dernière partie, ça sera en guise de conclusion. Partie plus politique, parce que ça vient de Chine, ça ne vous aura pas échappé, hein, le taoïsme ou le confucianisme. Ça a été très persécuté à l'époque de Mao, qui voulait tout raser. C'était le marxisme-léninisme pur et dur, enfin à la sauce maoïste, c'était encore plus radical qu'en Russie. Il interdigeait toutes les religions. Alors on peut comprendre, à la limite, il est athée, communiste, qui interdisent le christianisme. Et pourquoi cet acharnement contre sa propre culture, notamment lors de... C'était pas tout de suite d'ailleurs, au début il a rassuré les élites confuciennes, les mandarins, en disant oui, on va chasser les religions étrangères, mais notre spiritualité à nous, il n'y a pas de souci. Au début, il a rassuré tout le monde, après la révolution de 49, il avait besoin de tout le monde. Puis après, je ne sais pas ce qu'il lui a appris, à partir des années 66, c'est la fameuse révolution culturelle, qui n'a de culturel que de nom, hein, c'est de l'anticulture. C'est avec le fameux carton rouge, c'est on va persécuter tout le monde, y compris les confuciens et les taoïstes. Les taoïstes sont considérés comme une superstition dangereuse, alors que dans le petit livre rouge, Mao Tse-tung, il cite davantage Confucius ou Lao Tse que Karl Marx. Donc il s'est complètement renié. À la limite, s'il était resté communiste avec un côté taoïste et confucien, pourquoi pas? Ça peut être un communisme à visage taoïste ou en tout cas chinois, qui aurait été moins destructeur, je pense, mais là il a complètement pété un câble, c'est mon expression. Mais dans toutes les révolutions, c'est comme ça. Le fanatisme pur et dur. Dans toutes les révolutions, ça commence à peu près raisonnablement. Oui, tout à fait. Oui, c'est pareil en Russie d'ailleurs, effectivement. La révolution française aussi. Oui, ça commence plutôt, c'est modéré au début, puis après il y a un extrémiste qui prend le pouvoir. Avec de bonnes intentions et ça termine. Une hubris. L'hubris, voilà, la folie des grandeurs. Vous voulez imposer juste son idée, donc Confucius et Lao Tse lui faisaient de l'ombre apparemment. Lui, il s'en est pris à ces deux philosophies. Et donc sa passion est terrible. Et puis après, il y a eu effectivement Deng Xiaoping qui a modernisé la Chine, qui a réhabilité quand même le taoïsme et le confucianisme, qui ont de nouveau eu leurs droits. Leur pratique, c'est pas des religions, hein, c'est des philosophies plutôt. Donc ça ne gênait pas l'athéisme officiel de la Chine. En plus, c'est ça qui est incompréhensible. Encore une fois, que Mao s'acharne contre les chrétiens, on peut comprendre, même si on ne cautionne pas, parce que c'est une religion, ou les musulmans, voilà. Il a beaucoup persécuté, mais surtout les chrétiens. Les bouddhistes un peu moins, parce que, sauf le Tibet, hein, je ne parle pas du Tibet, parce que les bouddhistes chinois, bon, ils ne sont pas faits de politique. C'est des religions étrangères, de toute façon. Le christianisme et le bouddhisme, voilà, c'est un peu une forme de nationalisme. Oui, c'est pour ça qu'ils les a attaqués. Mais le confucianisme et le taoïsme, là, on ne comprend pas pourquoi il les a dénigrés, attaqués. C'est que c'est des superstitions. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques traditions qu'il a abolies, qui étaient cruelles, mais qui n'ont rien à voir ni avec le taoïsme, ni avec le confucianisme. Les pieds bandés des femmes et tout ça. Bon, des choses dans la tradition chinoise qui sont discutables, je ne dis pas. Mais elles ne viennent surtout pas ni du taoïsme, ni du confucianisme, qui ont émancipé la femme d'ailleurs, qui ont essayé en tout cas, qui ne sont pas arrivés complètement, bien sûr, mais qui ont essayé d'émanciper la femme chinoise. Et donc, Deng Xiaoping a réhabilité la culture chinoise. Mais il y a eu un retour en arrière terrible, je crois que c'était avec le fameux Li Peng, celui qui a fait qui a fait le massacre de Tiananmen. Lui c'était un dur, hein. C'est lui aussi qui a instauré qu'on reprenne le portrait de Mao Tse-tung à Cité Interdite. Moi-même j'y étais en 94, juste peu de temps après, et là on sentait que le côté totalitaire était en place en Chine. On avait l'impression que j'avais l'impression d'être super fliqué, enfin je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en plus je me sentais complètement surpayé, enfin c'était la folie quoi. Enfin, c'était magnifique quand même, hein, mais je me sentais vraiment pas libre, hein, quoi. Je sentais que j'étais sous surveillance, j'avais un peu peur même. Hein, voilà. Bon, pour tout vous dire. Et donc à ce moment-là, dans les années, je crois que c'était à la fin des années 90, il y a eu ce massacre justement que tu évoquais, de la soi-disant secte, hein, c'est un mouvement spirituel néo-taoïste qui s'appelait Falun Gong. Et oui, il y a eu un massacre terrible voilà, Falun Dafa, oui, c'est coïncidence. Et il y a eu des centaines, des milliers de morts. Hein, c'était vraiment... Parce qu'il y avait, en fait, le parti a été très très dur parce qu'il y avait énormément de dignitaires du Parti communiste qui sont rentrés dans ce mouvement
qui proposait des pratiques taoïstes, plutôt de développement personnel, de diététique, de méditation, voilà. Mais ça faisait peur parce que c'était une fuite des cerveaux communistes, quoi. Et un bon communiste, finalement, il ne voyait pas, à la limite, il ne serait pas allé dans une église, bien sûr, mais aller faire du taoïsme, pourquoi pas? On peut être un bon camarade communiste et faire ces petits exercices taoïstes, ce que font la plupart des Chinois aujourd'hui. Et ils restent communistes officiellement, hein, jusqu'à nouvel ordre, hein, il me semble. Voilà, c'était donc ridicule, mais bon, il y a des raisons politiques derrière. D'ailleurs, j'avais participé à une manifestation, j'avais même fait un discours à l'époque avec le fameux Tran Binh Dinh, que certains ici ont connu, hein, qui fait beaucoup de manifestations contre les atteintes des droits de l'homme en Chine. Un monsieur vietnamien, qui était aussi pour les droits de l'homme au Vietnam, mais qui n'oubliait pas la Chine. Et ensuite, après, c'est comme ce martyr, alors là, on peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé peut-être pour le christianisme, toute proportion gardée, hein, c'était important quand même, mais ils ont été très persécutés, mais ensuite, le gouvernement chinois est allé trop loin, Li Peng a perdu de son aura, il y a eu des règlements de compte, toujours, il y a toujours des règlements de compte, hein, dans le parti communiste chinois. Li Peng a été mis sur la sellette, il y a eu un changement de, je ne sais plus comment il s'appelle, j'oublie parfois les noms, celui d'après, c'est pas l'actuel, hein, c'est celui qui était en voilà. Ça change quand même, ces habitants, ça change. Yang Zemin, Hu Jintao. Voilà, Hu Jintao, voilà, c'était lui, je crois, c'était Hu Jintao, qui a quand même adouci un petit peu. Hein. D'ailleurs, il y a Tao dans son nom. Ah oui, ça ne pouvait qu'être mieux que l'autre, hein, que Li Peng. Bon, Li Peng, ça fait penser à Li Peng pour certains, mais voilà, sauf que c'était un Le Pen rouge, hein, c'était pas le. Ouais. Bon, enfin bref. Oui, il y a eu on est revenu à quelque chose de plus raisonnable, et du coup, le taoïsme a remporté la mise, puisque c'est devenu presque une mode en Chine depuis ce massacre. Tout le monde fait maintenant, vous allez en Chine, il y a plein de gens qui font du tai chi chuan dans les parcs, du qigong, qui font de la diététique, il y a des restaurants diététiques. Donc le taoïsme, le confucianisme aussi, hein, mais ça on en parlera une prochaine fois. La culture chinoise, vous reprenez les Jeux Olympiques de 2008, c'est incroyable, la cérémonie elle est complètement dans la culture chinoise, qu'elle soit le taoïsme, confucienne ou même autre. Hein. Même, voilà, c'est la culture ancestrale qui est magnifique. La cérémonie d'ouverture à Pékin était magnifique. Pourquoi 2008? C'est le chiffre sacré, le 8 hein, pour les Chinois. Le 8-8-2008 à 8h08 et 8 secondes, et des minutes partout. Il y a au moins 8-8. Ils adorent la numérologie. Ah bah c'est le nouveau, ils adorent la numérologie. C'est des kabbalistes. Oui, là ils y sont à fond. Mais ça aurait été inconcevable sous Mao Tse-tung. C'est quoi ce truc, cette superstition hein. Il a vraiment complètement. Et entre parenthèses, toute la vie de Mitterrand est sur le signe du 8. En plus, oui. Et puis on a Jusque senti dans qu'il avait un côté les chinois. c'est incroyable. Et puis il avait un côté un peu chinois, on dit. Bon Oui. Le président chinois actuel, oui, il a les pleins pouvoirs éternels, hein, il se prend un peu pour le fils du ciel, hein, comme l'empereur en Chine, justement. Je n'en ai pas parlé, mais c'est important que je le dise, l'empereur est le fils du ciel. C'est un statut beaucoup plus puissant que le statut d'un roi de France. D'ailleurs, Louis XIV était jaloux des Chinois, hein, ça il faut le savoir. D'ailleurs, Versailles, c'est une petite cité interdite. Hein. L'architecte de Louis XIV s'était renseigné. C'est une copie, Versailles, le jardin notamment. Versailles est une copie, pas conforme, mais une sorte de copie, d'inspiration en tout cas, qui vient de la cité interdite. J'étais allé à une exposition au Louvre il y a quelques années, c'est flagrant. Hein. Et donc Louis XIV s'est beaucoup inspiré du modèle chinois et il a voulu un roi soleil qui serait l'équivalent de l'empereur de Chine, beaucoup plus puissant que le roi de France. D'où la monarchie absolue. Quoi. Et d'où la volonté que les gens se tournent vers lui quand il rentrait, qui avait la messe. Il demandait que les fidèles se détournent du curé. Il tourne vers lui. Quoi. La monarchie absolue, voilà. Ça date de Philippe le Bel. Oui, c'est avant. Mais ça a été contesté. Mais on est revenu, mais Philippe le Bel a été critiqué, et puis on est revenu à quelque chose de plus. Le roi avait un pouvoir toujours très limité en fait. Pas la monarchie absolue comme ça. À part Philippe le Bel, oui, effectivement. Mais bon, il a mal terminé quand même, hein, Philippe le Bel. Mais là, c'était l'apothéose. Oui, l'apothéose avec Louis XIV. Bon. Et donc pour terminer, aujourd'hui, le taoïsme prend sa revanche, si je puis dire, tant mieux. Le confucianisme aussi, mais ça on en parlera. Il prend sa revanche, et donc le marxisme est complètement ringard. Alors évidemment, il y a un paradoxe, il y a toujours un paradoxe en Chine. Alors, on dit aussi le paradoxe, comme disait Deng Xiaoping, une seule nation, deux systèmes, communiste pour le gouvernement, pour la politique, et capitaliste pour l'économie. Et je dirais, la religion, entre guillemets, puisqu'on est dans un café Théo, la religion chinoise, c'est de nouveau le confucianisme et le taoïsme. C'est la religion, enfin la spiritualité chinoise.
c'est pas des religions, mais c'est quand même des spiritualités, il me semble, des philosophies, qu'importe le mot, des doctrines. En tout cas, la Chine est en train de se réconcilier avec son âme, avec son passé, et je trouve que c'est une très bonne chose. Et je pense que le communisme ne va pas y survivre. Là, il tient encore, tant bien que mal, parce que c'est un système assez pratique, entre guillemets, pour maintenir l'ordre. Les Chinois ont peur du désordre. Et puis ça reste quand même une dictature, ceci dit. Bon, le jour où ça ne sera plus une dictature, le communisme, c'est dans les deux sens. Quand il n'y aura plus le communisme, ça ne sera plus une dictature. Le communisme, je pense que c'est une forme c'est un instrument de pouvoir. discipline politique, de même que l'Empire. Pour le reste, la Chine est capitaliste. Moi, j'étais en Chine l'an dernier, et puis là, j'ai été sidéré par le libéralisme des entrepreneurs chinois. Ah oui, je veux dire, tu avais un milliardaire qui possédait l'hôtel où je résidais, qui a arrangé le mariage de sa fille dans cet hôtel. Je veux dire, les capitalistes américains seraient jaloux de ce genre. Exactement. Alors, dernier point, c'est quand même très important, chaque année, depuis 2011, c'est pas par hasard, parce que 2011, c'est quand même c'est les 100 ans de la République, Sun Yat-sen, il ne faut pas oublier qu'en Chine comme en Russie, il y a eu d'abord une révolution nationaliste, avant la révolution communiste. Révolution Chiang Kai-shek, voilà. Oui, Sun Yat-sen et Chiang Kai-shek ensemble. C'était Sun Yat-sen le premier président, ensuite ce sera Chiang Kai-shek, qui ont donc débarrassé la Chine de traditions vieillottes, en quelque sorte, qui ont aboli le pouvoir de l'empereur, mais l'empereur est resté c'est devenu un jardinier, le fameux Puyi, le dernier empereur. Ils ont quand même maintenu un statut à part, ils n'ont pas coupé la tête comme en France. Comme en Russie, on a tué le tsar, ils ont respecté les Chinois nationalistes, qui sont d'ailleurs toujours au pouvoir maintenant à Formose, à Taïwan, que la Chine ne reconnaît pas, elle ne reconnaît pas Taïwan comme un pays indépendant. Taïwan n'a pas de statut aux Nations Unies et pourtant fonctionne comme un pays complètement indépendant. C'est un statut assez particulier. Il en a eu un. Et oui, il y en a eu, mais ça a été... Il a eu pendant plusieurs années. Oui, mais ça a été aboli parce qu'on a peur de se fâcher avec la Chine. Oui, mais pendant plusieurs décennies, c'était... Il y a eu, mais il n'y a plus maintenant. Il n'y a plus parce que la Chine a menacé d'envahir le pays, etc. Que les frégates françaises de Dumas ont aidé Taïwan, même si c'était pas très honnête, mais bon, ça a peut-être quand même servi à quelque chose, de donner des armes, de vendre des armes à Taïwan pour que Taïwan ne soit pas envahi par la Chine. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, heureusement. Mais bon. Donc, dernier point, oui, c'est ce qu'ils appellent c'est une sorte de prière, mais il ne suffit pas le mot prière dans le taoïsme, c'est plutôt une méditation, une méditation collective qui est faite chaque année par une papesse, entre guillemets, enfin la femme qui dirige, c'est une femme d'ailleurs, qui dirige le taoïsme mondial. Le taoïsme mondial, c'est structuré depuis 2011, ça continue chaque année. Chaque année en mars, lors de l'anniversaire de Lao Tzu, ça ne s'invente pas, il est né en mars, le 20 mars. C'est entre le 11 et le 20 mars, mais l'anniversaire de Lao Tzu, selon, est à peu près dans cette période-là, parce que c'est pas toujours un jour près. Le printemps. Au printemps, voilà, c'est les énergies qu'on renouvelle, et c'est une sorte de méditation à la fois pour le bien de l'humanité, pour la nature, parce que les taoïstes sont très écologistes, ils s'inquiètent, les néo-taoïstes aujourd'hui s'inquiètent évidemment de la pollution, du réchauffement climatique. Donc une prière pour la nature, pour l'avenir de l'humanité. Alors je vais vous dire le nom de cette abbesse, il appelle une abbesse, l'abbesse principale. C'est dans le temple de Changchunguan, dans la province, dans la ville de Wuhan, et dans la province de Hubei. C'est pas grand-chose, c'est la Chine centrale, c'est des mots chinois. Et la dame en question, qui est la papesse, ou l'abbesse, si vous préférez, du taoïsme, s'appelle Fan Zheng Wu Chengzen. On se met la fin Zen, avec H, Zen avec H. Quel âge est là Chengzen, voilà. Quel âge est là Elle a la cinquantaine à peu près. Elle est mariée? Oui. Alors ça, j'en sais rien. À mon avis, oui, les taoïstes, les prêtres taoïstes se marient, ils ne sont pas procédés là. Donc elle est probablement, elle a une vie, je pense. Elle n'est pas forcément mariée, mais elle a une vie. Voilà. Mais bon. Ce n'est pas un cœur à prendre. Ce n'est pas un cœur à prendre. Mais lui, il est déjà C'est marié. une tradition, c'est une concession au modernisme, cette abbesse-là. Parce que moi, je ne le vois pas là au-dessus au 5e siècle avant Jésus. Non, à mon avis, les Chinois veulent redorer leur blason vis-à-vis de toutes les persécutions qu'ils ont faites dans le passé. Donc c'est aussi un peu un gadget du coup de la part de Chinois pour montrer, regardez comme on est ouvert, on a même tous les ans une grande cérémonie. Ils ont voulu récupérer le taoïsme qui partait dans tous les autres pays. Oui, c'est comme nos ministres actuels. Ils ont voulu récupérer, ils se sont dit le taoïsme séduit beaucoup les Occidentaux, il ne faut pas leur laisser, sinon c'est pas bien pour nous. Ils sont très fiers, ils sont très nationalistes les Chinois, donc ils
ils ont dit waouh, le taoïsme a du succès partout dans le monde, donc il faut que nous on l'organise, qu'on garde la main, quoi. Faut être Et oui, c'est très politique, en fait, c'est très politique. D'ailleurs, dernière anecdote, moi quand j'étais en Chine en 94, je suis allé visiter le grand temple taoïste de Pékin, il est magnifique, mais c'est dur à réchauffer, hein. J'ai trouvé ça caricatural, quoi. Il y avait des prêtres taoïstes en chignon, tout beau, tout propre, il y avait plein de statues de déesses, c'était complètement kitsch, et je me dis, j'ai pas senti que c'était le vrai taoïsme, c'est pour les touristes, pour dire, regardez, on respecte la liberté de conscience, on a un beau temple taoïste, tout propre, tout neuf, trop beau pour être vrai, quoi. J'ai trouvé ça que c'était une caricature, quoi. J'ai trouvé qu'on nous prenait vraiment pour des imbéciles en Chine, hein, que c'était la dictature la plus... Vraiment, j'ai aimé beaucoup de choses, mais il y a des choses que j'ai détestées aussi en Chine. Ce contrôle de la police partout, c'est une dictature, quoi. Comme en Asie de l'Est, on est comme dans toutes les dictatures, et c'est là où on critique souvent, on a beaucoup de problèmes en France, mais on voit quand même la différence entre une démocratie et une dictature, quoi. Il n'y a pas photo. On est en sécurité totale. Ah oui, il n'y a pas de royaume de banlieue. Ah non, ça c'est sûr. Hein, ouais. Ah oui, ça c'est un Bon, avantage. C'est peut-être le rare avantage des dictatures, oui, c'est sûr. Parce que là, le moindre délit, on vous coupe la main. C'est comme tout Ben en Tunisie, on se promenait à la casse pas tranquillement. Ah bah oui, la nuit, ah bah ça, c'est l'avantage des dictatures, évidemment. Il n'y a pas presque pas de délinquance, parce que les délinquants sont aussi. À savoir qu'en Chine, aujourd'hui, il y a toujours plus de 1000 exécutions capitales chaque année. C'est de très très loin le pays où il y a le plus de gens qui sont exécutés. Loin devant des pays qu'on va montrer du doigt, comme l'Iran, etc., où il y en a très peu des peines capitales, ou l'Arabie Saoudite. Et on va récolter leurs organes d'ailleurs. En plus, oui, alors ça, on va marcher des... Effectivement. Mais bon, il y aurait trop de choses à dire sur le plan politique, je m'arrête là, parce que on n'est pas débordé trop le sujet du taoïsme. Voilà, donc à vous la parole pour la partie débat. Puis je répondrai évidemment. Ah, C'est passionnant. cette dame asiatique qui veut Ah oui, oui, elle a peut-être des origines chinoises d'ailleurs. Non, non, je suis vietnamienne. Ah, vietnamienne. Mais bon, j'ai peut-être des ancêtres chinois. Oui, c'est l'Asie. Est-ce que vous... Moi, je Oui, alors écoutons madame, oui. C'est une question en fait. Oui. Est-ce que vous pouvez parler du Wu Wei? Oui, j'en ai pas parlé, effectivement, on traduit, alors c'est la traduction, Oui, voilà. trahison, mais on traduit par le non-agir. Voilà, est-ce que c'est Oui. une bonne traduction? Bah, si on comprend que par non-agir, ça ne veut pas dire la paresse, oui. Parce que souvent, on peut Voilà, penser c'est ça. que non-agir, bon, ça n'a rien à voir avec la paresse. C'est le fait de laisser les choses venir. Oui, dans l'esprit du taoïsme, on pense, très bonne question aussi, parce que sinon, j'en ai pas parlé, il faut laisser venir les choses à soi, il ne faut pas les provoquer, il ne faut pas les forcer. Il faut, par exemple, pour prendre un exemple de médecine, le Wu Wei, on va prendre un exemple pratique, là où le Wu Wei va effectivement se manifester. Par exemple, parfois on a un peu mal quelque part, on va se précipiter chez le médecin, il va nous donner quelque chose, le remède parfois est pire que le mal. Alors que les Chinois disent écoutez votre médecin intérieur, alors il faut aussi faire attention, parce que si vous avez mal trop longtemps, vous n'allez pas chez le médecin, vous pouvez mourir, quoi. Vous pouvez avoir quelque chose de très grave, bien sûr, pas non plus. Mais parfois c'est mieux de ne rien faire, de se reposer. Oui, voilà. mais en même temps, Oui. agir sans agir. C'est-à-dire qu'on agit. Comment on agit? On évalue le potentiel de la situation. C'est remarquablement décrit dans un petit bouquin de François Julien qui s'appelle La logique de l'efficacité. C'est vraiment très inspirant ce bouquin. La logique de La logique de l'efficacité. C'est vraiment très Oui, intéressant. François Julien est très intéressant, je ne l'avais pas cité parce que, voilà, d'ailleurs sa thèse c'est de montrer que Confucius et Lao Tzu c'est très proche, contrairement à ce qu'on dit souvent. Hein. Mais voilà. Oui, c'est vrai que c'est une belle référence, François Julien. C'est des médecines douces. C'est des médecines douces, là. Oui, c'est une médecine douce et préventive, essentiellement, la médecine chinoise. Il faut respecter la personne, son rapport avec la nature, avec la société. Pas trop brusquer, faire le minimum. Harmonie. Oui, mais le Wei est aussi, s'applique aussi par rapport au problème du stress, par rapport, nous on est toujours, alors vous allez me dire les Chinois maintenant, les Asiatiques aussi, hein, ils sont toujours, on travaille trop, on fait trop de choses, on veut toujours tout trop remplir, et en fait il faudrait vider, il faudrait faire un éloge du vide aussi. D'ailleurs je crois que c'est alors ils disent rarement leur nom, ils sont très humbles, hein, c'est un penseur néo-taoïste qui disait qu'en fait le problème du monde actuel c'est qu'il y a trop de yang et pas assez de yin, c'est-à-dire trop de conquêtes, trop de technologie, trop de tout, quoi, trop de pollution et pas assez de sagesse, pas assez de calme, de méditation. Le Wu Wei. La solution pour les problèmes du monde, le Wu Wei. Est-ce que ça pourrait aussi vouloir dire ne pas interférer? Oui, bien sûr, ça veut aussi dire ne pas interférer. Pas de choc frontal, oui. pas de choc frontal. D'éviter les chocs frontaux, oui. D'être souriant, d'être diplomate, la fameuse diplomatie asiatique, hein,
Oui, de tout faire pour éviter le conflit. Oui, c'est tout ça, oui, effectivement. Que nous, les Occidentaux, on a du mal avec ça, on a du mal à faire ça. Oui, monsieur. Alors, quel est le... En fait, est-ce que ces opposés ont vocation à se neutraliser, le yin et le yang? Et est-ce qu'ils sont lancés dans une espèce de voie du milieu, comme on l'entend, ou est-ce qu'au contraire, c'est une vaine agitation, c'est une façon de percevoir l'agitation comme quelque chose de vain, d'interpénétré et qui ne débouche sur rien? De là, je vois mal comment ça peut devenir, pour faire un clin d'œil à Jean-Jacques Rousseau, comment ça peut devenir une espèce de religion civique. Vous dites que c'est autour de ça que la Chine est en train de se construire aujourd'hui. Comment faire ce lien-là? Quelque chose de moins individualiste et puis... Oui. Je pense que c'est plutôt, comme vous dites, le mot est très juste, une voie du milieu. Et là, il y a un rapport avec Rousseau qui prônait quand même aussi une voie du milieu, si je ne m'abuse, une sorte de sagesse, d'équilibre entre les différentes énergies, différentes forces. Et oui, je te donne la parole, oui. Et donc, oui, je pense que le yin-yang, c'est deux énergies complémentaires qui sont là, qui peuvent être harmonisées, qui vont aider les choses à aller mieux, tout simplement. Qui vont créer plus d'efficacité, plus d'harmonie, plus de sérénité. Mais c'est vrai que c'est toujours un mouvement, comme la marche. La marche, on tombe presque et on se rattrape à chaque fois. Donc toujours le yin doit être compensé par le yang, et le yang compensé par le yin. Jamais oublier qu'il faut garder le mouvement. L'un ne va pas sans l'autre. Oui. C'est très... Alors, oui. Mais non, je voulais faire une remarque par rapport à la question, et qui va dans le sens du dessin là, du yin et du Tao, là, avec ces deux gouttes qui s'interpénètrent. Quand on regarde les deux blocs de la Chine et de l'Europe, la grande Europe, disons, incluant la Russie, La Russie de l'Ouest. oui, enfin la Russie, l'Europe, c'est comme ces deux gouttes qui s'interpénètrent. Et ce point, il y a eu une table rase qui a été faite par le communisme, mais il y a un point qui résiste aujourd'hui, c'est Taïwan, qui est là où tout se focalise, toutes les traditions anciennes sont retenues dans leur état assez préservé, même les écrits, beaucoup d'écrits sont préservés là-bas. Et nous, peut-être, de l'autre côté, je ne sais pas trop où est ce point, peut-être quelque part en France ou en Allemagne, ou je ne sais pas trop. Mais donc le point focal où les traditions sont vraiment encore vivantes et ne demandent peut-être qu'à rejaillir, c'est plutôt Taïwan. Mais la Chine, à l'heure actuelle, maintient un certain taoïsme, comme il a dit, d'État. Comme Poutine, à l'heure actuelle, semble soutenir un orthodoxisme, une religion orthodoxe d'État aussi. Moi, je ne dirais pas qu'elle est sans valeur, peut-être pas, il y a des gens très bien, peut-être, là au milieu de tout ça. Mais globalement, c'est des religions contrôlées par l'État qui ne doivent pas déborder de trop. Elles sont là un peu pour la façade, et puis parce qu'ils se rendent compte que peut-être le peuple a du mal sans rien. Donc ils sont forcés de maintenir quelque chose d'artificiel. Mais par contre, depuis le IIIe siècle en Chine, le pouvoir chinois a toujours eu du mal avec le taoïsme. Parce que le taoïsme, et tu l'avais dit, c'est pas le collectivisme, c'est une religion de salut, donc de l'individu. Alors en dehors des techniques de longévité, de feng shui et tout ça, à côté, il y a vraiment une religion de salut qui s'est développée, et on a divinisé à partir du IIIe siècle Lao Tse, exactement comme Jésus ou d'autres figures de religion, de fondateurs. Il a été vraiment divinisé, et ce courant-là, régulièrement, tous les 100 ans ou 200 ans, il y a un millénarisme qui revient. Alors il y a eu des révolutions paysannes terribles en Chine. Une des plus connues, c'est celle assez proche de nous des turbans jaunes. Les turbans jaunes étaient un mouvement néo-taoïste. Et c'est pour ça que quand le gouvernement a vu Falun Gong, ils ont eu une peur terrible, parce que c'est comme une résurgence vraiment de ce taoïsme mystique. C'est pas de la gymnastique, hein. C'est beaucoup mystique. Et le gouvernement tout de suite a vu ça, et l'angoisse un petit peu des gouvernements passés est revenue, et ils ont été d'une dureté incroyable parce qu'ils ne veulent absolument pas que justement ces rameaux refleurissent quelque part. Mais le rameau est toujours vivant apparemment. Et récemment, il y a un autre groupe
qui est ressorti encore et qui est aussi réprimé encore plus durement. C'est un mouvement qui est d'origine chrétienne cette fois, mais qui s'inspire d'idées un peu taoïstes aussi. Ça s'appelle l'Église du Dieu Tout-Puissant, et qui est aujourd'hui réfugiée par la fondatrice, qui a eu des révélations aussi incroyables, là voilà. C'est pas les Chinoises qu'on avait vu l'autre fois. C'est ça, et donc Il aurait fallu les inviter. ils sont tellement persécutés qu'il y a des petits groupes maintenant qui sont un peu partout, qui essayent de se... Parce que c'est vraiment de la répression, mais physique, enfin très dure, quoi. Avec des tortures, avec des descentes policières, et puis ils n'hésitent pas, le gouvernement, même pour Falun Gong, à faire des parodies dans la rue pour faire croire que... Et en fait, c'est des policiers qui font des singeries, des trucs pour moquer de la religion. Pour se moquer en disant oui, vous voyez, ce groupe-là, il a acheté une bombe, par exemple, ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, c'est des gens du gouvernement, des agents secrets, qui font des trucs comme ça pour tromper les gens, quoi. Ça va très très loin, quoi. Ah ouais. Mais donc, il y a une hantise un petit peu du gouvernement par rapport à ces mouvements mystiques qui ont leur veine vraiment dans le taoïsme, pas dans le confucianisme, quoique le confucianisme est aussi une religion aujourd'hui, mais différente, quoi. Ouais. Moins millénariste, moins... Oui, moins mystique. Moins c'est mystique, clair. voilà. C'est plus rationaliste, oui, c'est clair. Ça rapproche de la loi, hein, le confucianisme. Oui, c'est légal, c'est plus... C'est légaliste. Enfin, ouais. Entre autres, Les légalistes qui ont pris le pouvoir, les légalistes qui ont pris le pouvoir en Chine au IIe siècle avant notre ère, c'était pas des confucianistes. On a dit qu'ils étaient confucianistes, ils se sont habillés du confucianisme. Mais c'est l'école du légalisme. Et le pouvoir, bien sûr, qui n'est pas bête, s'est appuyé sur ces gens-là parce qu'ils ont vu tout de suite l'avantage de s'appuyer sur les gens. C'était des sortes d'extrémistes de l'époque. C'est devenu sur la base de son disciple, Mencius. Non, non, pas du tout. Non, Mencius, au contraire, c'est vraiment le confucianisme le plus proche de Confucius, qui n'est pas du tout légaliste, qui n'est pas du tout rigide, au contraire. Justement, c'est pour ça que cet auteur dont tu parlais, qui rapproche Confucius et François Julien, il a vraiment tout à fait raison. Parce que leur méthode était différente, voilà. Mais leur pensée, leur cœur était très très... Pour moi, c'est très complémentaire. Je dirais que, à la limite, puisqu'on parle de Confucius et Lao Tzu serait plutôt incarné plutôt le côté yin du Tao, voilà, oui. Et Confucius le côté yang. Tout à fait, tout à fait. Mais ni l'un ni l'autre n'étaient des durs. Non, non, il y avait beaucoup de souplesse aussi chez Confucius. D'ailleurs, il a passé toute sa vie il aurait pu prendre le pouvoir, il l'a cherché toute sa vie. Il l'a attendu, il n'a jamais pu être mis en avant. Il était dans le Wu-Wei aussi. Oui. Il aurait pu faire de la politique s'il était justement, et puis devenir quelqu'un, mais il n'a jamais voulu parce que justement son attitude était il attendait qu'on le mette en avant, quoi. Exactement, très humble. Très humble. Voilà. Sur YouTube, il y a un film sur Confucius. Ah ouais. Moi, je voudrais faire des rapprochements avec des idées occidentales. Bon, oui, revenir en Occident. Oui. Bon, d'abord, ce qui me surprend un peu, c'est que, d'après ce que tu as dit, Lao Tzu et Confucius, c'est quoi? C'est le 5e, 6e siècle à peu près? Oui, 5e. Voilà, c'est-à-dire c'est le siècle de Platon, de Zoroastre. Exactement. Peut-être pas là où, c'est bizarre, on a l'impression qu'il y avait un esprit qui planait sur Terre. Et en des endroits aussi différents que la Chine, l'Asie, comment dirais-je, l'Asie mineure, bon, il y a des choses qui sont produites. Hein. Bon, puis tu parlais tout à l'heure là, tu parlais de cette dynamique que crée l'interaction entre les idées et les acteurs. Ce qui différencie essentiellement le christianisme de l'islam, enfin l'Occident de l'Orient en général, parce que je dis l'islam, mais c'est valable aussi pour une certaine forme d'orthodoxie, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Alors ça, c'est saint Augustin qui, dans la Cité de Dieu, a bien séparé, disons, le rôle de la politique et le rôle du religieux. Et là, ça a créé une dynamique en Occident. Dans certains cas, c'est le souverain qui prenait le dessus. Ça a été le cas sous Philippe le Bel, sous Napoléon. Et dans d'autres cas, c'était le pape. C'était le cas de... comment dirais-je, lorsque l'empereur d'Allemagne est allé à Canossa. Il y a eu cette dynamique entre l'Église et l'État. Le temporel et le spirituel. Comment ? Le temporel et le spirituel. Le temporel et le spirituel, voilà. Ce qui fait que l'Occident a pu avancer, pas par le fait de cette dynamique. Alors qu'en Orient, en islam, tu as le califat tous les pouvoirs,
et donc il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas d'interaction, il est seul, non, je pense que cette idée du yin et du yang, on peut dire que le yin et le yang étaient réunis dans le calife, mais en Occident, ils étaient séparés, ils interagissaient. Parfois, ils entraient en conflit, parfois, ils coopéraient, mais il y avait une interaction et ça crée une dynamique. Bon, ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, bon, moi, je suis physicien, alors le yin et le yang, pour moi, c'est l'évidence. Hein. Depuis le plus fondamental jusqu'au plus élaboré, il y a la matière et l'antimatière déjà, qui ont été découverts il n'y a pas longtemps. Hein. C'est les poissons de Dirac, dont je vais parler ici même. Et puis il y a alors, à un niveau plus élevé, il y a le positif et le négatif. Il y a l'oxydant et le réducteur. Il y a l'acide et la base. Et puis, dans un autre domaine que la chimie, il y a l'émetteur et le récepteur. Il y a l'enseignant et l'élève. Il y a l'écrivain et le lecteur. Hein. Bon, là, je veux dire, la dualité est partout. D'ailleurs, sans dualité, il n'y a rien. L'âme et le corps. Comment? L'âme et le corps. Ah oui, bah oui. L'âme et le corps. L'âme et le corps, voilà. Donc je pense que ce concept de yin et de yang, c'est le concept de la dualité, finalement. Alors qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, au fin fond de la matière, qui est la matière antimatière, mais dans on connaissait déjà des avatars, comme le masculin et le féminin, bon, je veux dire, etc., et j'en passe. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très profond. Et d'ailleurs, je crois que dans son ouvrage Le Tao de la physique, Richard Capra rappelle que Niels Bohr, qui était le fondateur de l'interprétation dite de Copenhague de la mécanique quantique, avait adopté cet emblème comme blason de sa famille. Ah oui, oui. Voilà. Ah oui, voilà. Donc c'est quand même très important. Mais non, dans un domaine tout à fait différent, parce que j'aime bien faire des rapprochements. Hein. Bon, ce qui m'a frappé, c'est que lorsque tu as dit que les taoïstes aiment la vie, enfin, je veux dire, ils sont pour la vie, pour la prolongation de la vie, pour l'avènement, etc. Alors moi, tout d'abord, là, je dirais qu'il y a une différence totale avec certains sectes gnostiques, notamment les cathares, qui prônaient l'anéantissement de la vie. Pour eux, la vie, c'était le mal, hein, parce que c'était la souffrance. Il fallait sortir de la vie, sortir de ce monde. Les néo-catholiciens déjà, mais surtout les gnostiques, en particulier les catholiques. Et même les très catholiques phalanges espagnoles qui criaient « Viva la muerte ». Bon, ça veut dire quoi, Viva la muerte? Alors au contraire, dans le judaïsme, on valorise la vie. La vie est une valeur absolue. Il y a des tas de règles, absolument absconses, mais alors lorsqu'une vie est en jeu, toutes les règles tombent au profit de la préservation de la vie. Hein, c'est ce qu'on appelle Picot les pêches. Ça, Jacques le sait très bien. Et d'ailleurs, en hébreu, quand on porte un toast, on dit les haïm, c'est-à-dire à la vie ou au vivant. Bon, ça m'a un peu frappé quand même, de voir dans un monde aussi lointain, aussi différent, cette sorte d'éloge de la vie, enfin de recherche de la prolongation et de l'amélioration de la vie. Oui, d'ailleurs, c'est un peu général aux Chinois. Hein. Les Chinois sont des gens très pragmatiques, qui vont aimer la vie, qui vont être plutôt optimistes en général, ce qui est peut-être aussi un des facteurs psychologiques de leur réussite, quelque part. Hein. Il y aurait beaucoup de raisons. Mais cette psychologie, il y a une pensée positive aussi qui est importante en Chine, qu'on retrouve dans le taoïsme et même aussi dans le confucianisme. Hein. On est pour l'excellence, il n'y a pas de masochisme, il n'y a pas de pulsion de mort. Allez, chez tout le monde, hein, c'est rare de voir Freud, mais peut-être qu'il y a des peuples qui ont plus développé la pulsion de mort collectivement que d'autres. Même le japonais, il y a le savoir mourir. Ça n'existe pas en Chine. Ah ouais, justement, pour montrer que tu fais bien par la japonais. Il n'y a pas du tout cette tradition-là en Chine. Les suicides sont très rares, enfin il n'y a pas du tout de valorisation du suicide en Chine. Contrairement au Japon, effectivement, comme quoi c'est pas juste une question Orient-Occident. Hein. C'est selon chaque pays, chaque peuple, chaque culture. L'Église catholique a repris ça au judaïsme, le suicide est un péché mortel. Oui. Bon. Oui. Et d'autres, peut-être des voix yin, comme on dit. Tout à l'heure, tu as fait une remarque par rapport à. Enfin, c'est peut-être un détail. Tu as fait une remarque par rapport à Louis XIV, qui avait cette admiration et voire jalousie vis-à-vis de l'empereur chinois. Mais d'où venaient les informations?